Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de Donae. Donae, vous le savez, l'émission qui parle des femmes, qui leur donne la parole, mais où vous, messieurs, vous êtes toujours autant les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, notre invitée, elle est sartenaise d'origine, fraîchement retraitée de l'enseignement secondaire où elle enseignait les lettres classiques au lycée du Fango, mais aussi écrivain, passionnée de l'époque du Moyen-Âge en Corse et présidente du Festival du film Artemare de Bastia, c'est Michèle Corotti. Avec elle, nous ferons un détour par Tox, son village d'adoption, un village où elle se ressource et où elle puise son inspiration pour ses romans. Et puis, comme à notre habitude dans Donae, eh bien, nous partirons ailleurs sur la planète grâce au très beau reportage de Titouan Lamazou qui nous permet de rencontrer d'autres femmes aux conditions de vie et aux mœurs bien différentes des nôtres. Aujourd'hui, nous irons au Bangladesh à la rencontre de Kabari, une jeune Bengali appartenant à la tribu des Gypsies et vivant sur un bateau à Dhaka, la capitale du pays. Et enfin, ce sera le portrait du jour avec une personnalité féminine que nous fera découvrir notre invitée. Je vous invite à rester avec nous. Bonjour Michèle Corotti. Bonjour Francesca. Très heureuse que vous soyez avec nous aujourd'hui. On va parler de plein de choses, de littérature, de sartène, de festivals, de cinéma, plein de choses. Merci pour cette invitation. Alors, vous le savez, dans Donae, on essaye d'appréhender notre invitée un petit peu différente, de la connaître de manière un petit peu différente de son personnage public. Et pour ce faire, on vous a concocté, et grâce aux photos que vous nous avez données, on vous a concocté une petite biographie. Je vous propose de la regarder tout de suite et on se retrouve juste après. Michèle Corotti est née le 26 octobre 1953 à Sartène. Elle vit dans une famille unie, entourée de sa mère Yvette, commerçante, et de son père Jean-Paul Croupier. Son enfance se passe entre Nice et la Bretagne, où ses parents déménagent successivement pour leur travail. Elle rejoint la Corse et Sartène régulièrement pour toutes les vacances scolaires. Là, c'est la libération, les retrouvailles familiales, les soirées sous les étoiles, le chocolat chez Rosa et la grande bibliothèque de sa grand-mère qui répond à sa soif de lecture où elle lira les plus grands, Labiche, Courteline, Zola, Balzac. Après une scolarité sans encombre, elle passera son bac littéraire avec succès en 1972. Ce sera un parcours sans faute jusqu'à l'obtention de son CAPES de lettres classiques en 1977. Après quelques années à enseigner sur le continent, elle choisira de revenir sur l'île. En 1983, elle obtient sa mutation au lycée du Fango à Bastia, où elle dirigera notamment la section cinéma. Elle s'investit également dans le cinéma art et essai, puis intègre l'équipe du Festival du film des cultures méditerranéennes. Une aventure qui durera jusqu'en l'an 2000. En 2001, le festival change de nom et s'appelle désormais Festival Artemare. On y reçoit les plus grands, ce qui fera de cet événement un rendez-vous incontournable de la vie culturelle bastiaise. Aujourd'hui, Michèle Corotti est une jeune retraitée de l'enseignement et prépare déjà le prochain festival Artemare 2019, qui devrait éclore encore cette année sous les meilleurs auspices avec pour thème Artemare, nid d'espions. Artemare et nid d'espions, tout un programme. On attend ça avec impatience, Michèle Corotti. Mon Dieu, une vie résumée en 1 minute, c'est formidable. Eh oui, quel regard vous portez justement sur votre vie, sur ce que vous avez fait, Est-ce qu'elle a été bien remplie, cette vie? Apparemment, oui. Hein. Moi, j'ai fait mon possible, et puis je n'ai plus l'âge des regrets. J'ai fait avec l'étoffe qui m'a été donnée. J'aurais sans doute pu mieux faire, mais telle que... Vous êtes une passionnée. Construite. Disons que oui, je suis capable d'enthousiasme, et puis je suis têtue, et j'essaie de tenir sur la distance. C'est ce qui fait votre force de caractère aussi. Hein. Un peu. Lorsqu'on voit les images de Sartène, de votre enfance, on parle d'une bibliothèque chez votre grand-mère, ça vous a façonné, ça vous a donné ce goût pour la lecture et pour l'écriture? Oui, par bonheur, nous nous ennuyions beaucoup à l'époque, pendant les vacances. Les après-midi étaient interminables, vu que nous allions à la plage quand un oncle ou un voisin ou un cousin voulait bien nous y conduire, vers 17h, 17h30, de peur des coups de soleil et pour laisser à la digestion le temps de se faire. Du coup, les après-midi étaient interminables, et heureusement qu'il y avait dans une grande armoire en pitch-pain, c'est comme ça qu'on disait à l'époque, tous les livres, pas mal de livres, dans de belles reliures en sky. Et puis, il y avait aussi les livres que nous achetions au bureau de tabac. Alors, voilà.
Ça, ce sont des moments très heureux. Alors ensuite, vous oscillez votre vie entre le continent et la Corse. Votre vie aussi, pardon, entre le continent et la Corse. Vous revenez en Corse après avoir obtenu votre CAPES, vous enseignez sur le continent, vous revenez en Corse, c'est un choix. Pourquoi ce choix? Et tout de suite, vous adoptez la section cinéma. C'est vraiment quelque chose qui vous plaît, ça? Alors, quand on passe ces étés en Corse, on pense que c'est la terre des merveilles. On souffre que l'été se termine et on ne rêve que d'une chose, c'est de retourner. Ce qui fait que était resté bien ancré chez moi l'idée que vivre en Corse était un bonheur sans limite. Donc vous revenez. Quand j'ai pu demander ma mutation, c'est ce que j'ai fait. Pourquoi la section cinéma tout de suite? Ça a été un petit peu la jeunesse du festival Arte Mare? Alors, la section cinéma, tout de suite, non. Je suis déjà là depuis 10 ans quand elle voit le jour. Et c'est avec Pierre Rossignol que nous inaugurons cette section cinéma. Et c'est un plaisir et c'est aussi pour donner une pâture à mes élèves que je me rapproche à l'époque des associations qui s'occupent du cinéma à Bastia, comme les Amis d'Art et Essai, comme qui étaient liés, on va dire, au studio, et comme le festival ensuite. Alors, le festival Arte Mare voit le jour, prend ce nom en 2001. Il y a plein de choses qui s'y passent. Comment vous avez vécu cette aventure? C'est passionnant. Comment vous la vivez toujours, hein? Voilà, c'est prenant, c'est chronophage, c'est terrible parce qu'on ne pense qu'à ça, surtout dans les dernières semaines. Enfin, on commence le travail 1 an en avance, bien sûr. Et puis, ça passe tellement vite, cette petite semaine qui a demandé tant d'efforts. Mais un autre projet vient relayer et redonner envie de continuer. Et c'est un peu une drogue. Une drogue. Et puis une autre drogue, en tout cas c'est la lecture, c'est l'histoire. Et c'est pour ça que tous les mois de mai, vous organisez également un autre festival littéraire. C'est le festival Histoire en mai. On a 1 minute, même pas, un petit peu moins d'une minute pour en parler. C'est quoi ce festival? Du livre d'histoire et du roman historique. On a reçu là de grands historiens, de grands romanciers. Et cette année, il y aura une table ronde et puis surtout une promenade. Et ça, c'est tout nouveau, sur les pas de Salvatore Viale. Ça va être tout un programme, hein. À venir en mai prochain, à partir du 13 mai prochain, voilà. Entre le 13 et le 18 mai, donc ce beau festival Histoire en mai. Également, vous écrivez sur l'histoire, vous adorez l'histoire, le Moyen-Âge en Corse. Quelques livres sont à votre actif. On en parlera un petit peu plus à la fin de notre émission. Petite Italie, qui raconte la venue d'un consul fraîchement nommé en Corse en 1935. Les mauvais sujets. Un livre pour enfants également, A Scuola di Gasia Disperati, tout en Corse. Hein. Avec la belle traduction de Dierman à Deserve. Il faut le dire également. Absolument. Et puis votre dernier opus, Entre chien et loup. Donc ça c'est votre dernier roman. Hein. On en parlera un petit peu. On va maintenant prendre un bol d'air. Ça va très 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 vite, mais on a envie de se faire une petite balade en Corse. On va aller dans un village. C'est votre village d'adoption, je le disais. C'est Tox. Votre village qui vous a également adopter ce village où vous puisez votre inspiration pour vos romans. Moi, je vous propose de regarder, de partir à Tox. On se retrouve juste après. Vous allez nous en parler. Allons-y. See the fine foods in swimming pools at her Californian domain. Tox est en quelque sorte mon village d'adoption. Alors, qu'est-ce que ça évoque? Ça évoque la tranquillité, la nature, un vrai village corse, bien rond, bien fermé sur lui-même, avec des maisons très 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 anciennes. Ça évoque des gens que j'aime et plein de moments formidables passés ici, des vacances, des moments d'écriture aussi, puisque c'est à Tox que j'ai écrit avec Philippe Perret, mon premier roman. Philippe, tu es prêt? Oui. Allons à la tour et on verra bien, non? Vous nous emmenez, Michel?
Bien, je vous amène vers la tour des Cortines, qui est un lieu emblématique du village de Tox et qui m'a beaucoup inspiré pour le roman. Allez, on y va. Allez. Ce lieu, c'est la naissance du village, c'est le premier village, celui d'origine, avec la tour, avec les remparts, ce petit village fortifié. Oui. Et c'est vrai que nous rêvons de voir la tour restaurée dans son état d'origine, Oui. et puis ce Moyen-Âge corse apparaître Bien sûr. plus visiblement, Bien plus sûr. fortement. On pourrait même imaginer un jour la tour avec ses créneaux, hein, Oui. les créneaux d'origine entourés des maisons Les de l'époque. oriflammes. Absolument. Ça Pourquoi serait pas. grandiose. J'aime me promener. Il y a plein de sentiers possibles. On est tout de suite en pleine campagne, en plein maquis. Voilà, c'est toute une façon, une convivialité, une façon d'être qui semble n'avoir pas d'âge et qui est rassurante. Il y a certainement une forme d'authenticité dans la vie au village et dans les rapports humains dans un village. On revient quand même au plus près des choses de la vie, sans travestissement. Sans doute, pour y vivre à l'année, justement, il y a sûrement une forme d'austérité dans cette vie, de relatif enfermement, mais pour autant, ça me semble important de garder cet ancrage, de garder ce lien. L'idéal étant de vivre à Bastia et de monter souvent au village. L'idéal de vivre à Bastia et de monter souvent au village, comme font bon nombre d'entre nous. Hein. Oui. C'est un rythme de vie qui est... Vous nous donnez l'impression d'aimer beaucoup ce village. Il y a un patrimoine qui est fort quand même. À savoir des maisons du XIVe siècle, la tour des Cortines également, qui est emblématique pour vous parce qu'en plus elle vous a inspiré pour votre dernier roman. Oui, mais je parle de Tox dans le premier roman et énormément dans le dernier. Et puis c'est vrai que c'est un cadre, on l'a vu à l'image, avec la chaîne de montagnes enneigées, c'est un cadre splendide, ce chaos rocheux du Campalo, ces deux rochers impressionnants. Au Pinzalone et au Pentone Quadrate, oui, qui forment donc comme une mitre, et ce serait ça, ou Tok, qui serait à l'origine du nom de Tokisi. Tokisi, voilà. Et le X actuel viendrait bien sûr de la transcription du CH. Pourquoi vous allez vous balader dans les rues de ce village? On sait que c'est un endroit qui vous inspire beaucoup, vous le disiez, parce que c'est très calme, parce qu'il y a toute une ambiance. Mais c'est quoi? C'est la pierre, c'est la solitude, parce que là on y est allé, on vous a rencontré au village, il n'y avait personne. Alors, il y a la sœur de Philippe, il y a des amis comme Lisette Calendine, des gens charmants, donc ça compte aussi. Et puis, il y a ces longues promenades que l'on peut faire dans le village et en dehors, où l'on croise des chèvres et des cochons vagabonds. C'est vrai que c'est un très très joli cadre. Vous savez qu'aussi, après, il y a Campi, qui est un village merveilleux. Tous ces villages qui accueillent l'été les violoncelles de Moïta. Et là aussi, c'est des souvenirs d'excellents moments. Il y a plein de choses à faire, parce qu'en fait, c'est un village également qui n'est pas très loin de Bastia. Il surplombe la plaine d'Aléria. Hein. Oui, et puis on peut descendre Verde. à Listre, on peut aller à Aléria, et les deux lieux sont absolument magiques. À Listre, avec son petit phare qui ressemble à une petite ville dessinée par Hergé, toute nette comme ça. Et puis à Aléria, avec le fort génois et les majestueuses ruines antiques. C'est une des plus belles promenades que l'on puisse faire. Alors on invite bien entendu tous les téléspectateurs qui nous regardent à se rendre à Tox et dans la région, bien entendu. Absolument. Ça vaut le détour. Et bien après ce voyage patrimonial à Tox, eh bien nous allons maintenant partir à l'autre bout de la planète grâce au reportage de Titouan Lamazou. Il nous emmène aujourd'hui, Michel Corot, au Bangladesh,
à la rencontre de Kabari, jeune bengali qui fait partie de ceux que l'on appelle les gypsies. Vous allez voir combien le regard porté sur ce peuple pèse sur leur vie et au quotidien et sur leur émancipation. On regarde. Cette récente et merveilleuse nation, le Bangladesh, compte le triple de la population de la France pour le quart de sa superficie, recouverte à 80% par les eaux en période de mousson. Dhaka est une Venise misérable, parcourue de canaux en tous sens et ouverte sur l'océan. Il me semblait frappé au coin du bon sens de choisir de vivre ici à bord d'un bateau. En naviguant, mon regard avait été attiré par de charmantes petites embarcations. Ce sont des gypsies, m'indiqua avec dédain mon interprète en me conseillant de passer mon chemin. Je ne sais pas ce que signifie exactement gypsy ici, mais ça ressemblait bien à ce qualificatif décidément international pour désigner les parias. Mes parents étaient très pauvres et donc je n'ai pas pu faire d'études. Je me souviens que pour gagner leur vie, mon père et ma mère pêchaient les huîtres dans les rivières pour en extraire les perles. Aujourd'hui, on a à peine de quoi se nourrir. Les autorités ont détruit notre maison. On ne fait rien d'autre que trimer pour survivre. Nous ne sommes pas les seuls à avoir été expulsés. On est tous devenus nomades. On n'a plus d'endroit à nous. Le jour où on a détruit nos maisons, c'était au moment de la saison des pluies. Ils ont détruit nos maisons au bulldozer. Nous n'avons rien pu sauver du mobilier. Pendant environ un mois, nous avons connu la pire des situations. On n'avait pas d'argent, on ne pouvait rien faire. Il y a un mois, on a pu emprunter 7000 takas. C'est une aide gouvernementale du Bangladesh. Mais petit à petit, on a tout grignoté. Il ne nous restait plus rien. Est-ce qu'on peut vivre comme ça? Non, vraiment, ce n'est pas humain de vivre comme ça. Finalement, on a pu avoir ce bateau, on a ramassé des choses ici et là, et on essaie de recommencer notre vie. Avant aujourd'hui, je ne vous avais jamais vu. Je ne vous connaissais pas. Et puis, vous êtes venu chez moi, parler avec moi. Cela a créé entre nous comme une relation de frères et sœurs. Ce lien qui s'est établi entre nous, c'est aussi une forme d'amour. Le Bangladesh, ce pays très pauvre, hein, situé en Asie du Sud, situé entre la Birmanie et l'Inde. La capitale, c'est Dhaka, 160 millions d'habitants, 144 000 km², un quart de la France. Et puis, une petite originalité, on va dire, c'est le seul pays musulman à avoir pour présidente une femme qui s'appelle Sheikh Hasina. Que pensez-vous, Michel Korotti, de ce reportage? En fait, on voit que la misère s'ajoute à la misère chez ce peuple, les gypsies, mais également dans un pays qui est très pauvre. Oui, c'est un des pays les plus densément peuplés au monde, dont l'histoire déjà est en quelque sorte un fardeau, hein, guerre d'indépendance, et puis famine, et puis inondations, et cyclones, etc. La situation géographique, très difficile aussi, dans ce pays imbibé d'eau, et cette menace du réchauffement climatique qui laisse présager un avenir bien sombre. Mais l'autre versant du tableau, c'est justement une femme depuis longtemps à la tête du gouvernement. Ce sont des mesures qui ont été prises pour l'éducation, ce sont des progrès, hein, le microcrédit, tout ça, des progrès
sensible, voilà. Notamment pour la condition des femmes. Hein. C'est peut-être ce qu'il faut retenir, et retenir ce regard du voyageur dessinateur qui essaie de capter partout la beauté. Alors, on se souvient du Bangladesh, notamment il y a quelques années, en 2013, avec l'effondrement de l'immeuble Rana Plaza à Dhaka. Cet immeuble, vous le savez, abritait de nombreuses industries textiles, la confection textile pour de grands groupes occidentaux. Hein. Beaucoup de femmes ont trouvé la mort avec leurs enfants dans cette catastrophe. Ça aussi, ça nous interpelle parce que finalement, c'est la société de consommation qui est confrontée à une réalité, c'est celle-ci. Oui, alors les situations sont complexes parce que bien sûr, ces femmes qui travaillent, ce travail peu payé, mais c'est quand même une forme de dignité et de liberté malgré tout, même si c'est un travail très aliénant. C'est bien sûr moralement un cas de conscience, mais en même temps, comment faire la leçon aux gens qui achètent des produits textiles peu chers venant de Chine ou du Bangladesh. Voilà, parce qu'eux aussi ne peuvent pas se payer des produits qui auraient été confectionnés ailleurs. Alors c'était pays en passe d'émancipation également. Bon, ça va prendre du temps parce qu'il y a le carcan culturel, bien entendu, qui joue. Il y a beaucoup de manifestations et religieux. Il y a beaucoup de manifestations liées au droit et à la sécurité du travail. On voit quelques images. C'est-à-dire que là, dont une récente en 2019, où les employés ont obtenu une augmentation subsidiaire de 20 centimes d'euros sur un salaire de 83 € par mois. Ça aussi, ça peut nous interpeller. Hein. Oui, c'est terrible. Donc, on ne donnera pas de conseils, mais je crois qu'il faut qu'on en prenne conscience, nous, ici, en Occident. Bien entendu. On parlait de la condition des femmes, beaucoup sont liés à cette industrie, beaucoup sont tributaires, vous le disiez, de la religion et de la culture dans ce pays. Il y a un fléau qui sévit en ce moment, enfin depuis quelques années, et qui est en recrudescence dans ce pays, ce sont les agressions à l'acide. Alors on va voir une image qui est très forte, très forte, très dure. Voilà ce que ça peut donner. Les femmes en sont victimes régulièrement dans les campagnes. C'est une arme finalement qui est utilisée contre elles. On parle beaucoup, même chez nous, de violences faites aux femmes. En voici un exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est terrifiant. Il y a eu, dans la seconde moitié du 19e siècle, beaucoup de vitriolage en France, ou du moins, on en a des traces dans les tribunaux, bien sûr, et puis même la littérature, dans les mystères de Paris, etc. On retrouve cette arme fatale, enfin, cet acte horrible, et c'est vraiment atterrant. Alors en France, c'était souvent des femmes jalouses qui vitriolaient leurs rivales. Là, il s'agit d'hommes qui vitriolent des femmes qui les ont laissées ou qui ne les acceptent pas, etc. Alors, ça arrive aussi en Europe. Il y en a notamment une femme belge qui a été vitriolée par son ex-compagnon il y a quelques années. On en voit l'image. Voilà, elle s'appelle Patricia Lefranc. Si on la montre, c'est parce qu'elle fait un combat contre la violence faite aux femmes. Elle mène ce combat. Elle veut vraiment qu'on la montre comme exemple pour que ça n'arrive plus et que les pouvoirs publics également se mobilisent pour encadrer la vente de ce genre de produits qui sont très corrosifs. C'est maintenant l'heure de passer, Michel Corot, à notre dernier rendez-vous dans Donae. On s'intéresse, vous le savez, à une personnalité féminine. Vous, il y en a une qui vous a marqué, c'est Marie-Paul Lavezzi, professeure de lettres classiques au lycée Fesch à Ajaccio, écrivain, poétesse. Pourquoi ce choix? Alors, Marie-Paul est ma cousine germaine. En plus? Oui, et elle avait 7 ans de plus que moi. Donc c'est elle qui m'a fait découvrir beaucoup d'auteurs. C'est elle qui m'expliquait le monde, à sa façon d'ailleurs, vu que sa famille était communiste. Et donc j'ai toute ma jeunesse attendu le grand soir. Mais le fait est que sa culture, son intelligence, sa drôlerie, son sens de l'humour
on fait d'elle un mentor merveilleux pour tous ces étés que je mentionnais il y a quelques instants. Et donc c'est à la jeune fille que je dédie ce souvenir. On va voir quelques livres qu'elle a écrits, on va les voir aussi, puisqu'elle a écrit des ouvrages. Voilà, ça c'est son premier recueil. Raymond Jean était son professeur à Aix. Et monologue, voilà. On les trouve toujours d'ailleurs. Donc bien sûr. Ça nous amène très très vite parce qu'on arrive à la fin de cette émission à reparler d'un festival qui arrive bientôt, là très prochainement, du 13 au 18 mai, donc le festival Histoire en mai, dont vous êtes la présidente et l'organisatrice. Et puis est-ce qu'on a le temps peut-être de revoir vos ouvrages? On va les montrer à la caméra. Voilà, ça c'est votre dernier opus, Entre chien et loup. Absolument. Avec un bel bleu énigmatique. La couverture est due à Edith Guidogne. Voilà, merci Michel Corotti d'être resté avec nous. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très très vite pour d'autres rencontres d'ici et d'ailleurs. Ciao, ciao.